Imaginez le sifflement strident d'un train à vapeur perçant le brouillard matinal d'une guerre de Milan ou de Rome. À l'intérieur des wagons, une foule d'hommes. Leurs visages sont fermés, marqués par les stigmates d'une guerre qui vient tout juste de s'achever. Mais dans leurs yeux brille une lueur d'attente, une lueur d'espoir. Ils serrent contre eux de maigres valises en carton. Nous sommes en 1946. L'Europe est un champ de ruines qui tente péniblement de se relever. En Italie, l'économie est à genoux, particulièrement dans les régions du Sud et en Vénétie. Le chômage est endémique, la faim est une réalité quotidienne et les perspectives d'avenir semblent aussi grisâtres que les murs des villes bombardées. De l'autre côté des Alpes, à peu près 1000 km de là, la Belgique offre un tout autre visage. Le pays n'a pas autant été détruit par les combats de la fin du conflit et doit de toute urgence relancer son industrie florissante. Mais pour faire tourner les aciéries, les usines et les trains, il faut une ressource vitale à l'époque, le charbon. Le problème belge est simple et brutal. Les mineurs locaux, épuisés ou refusant de retourner au fond après les dures années d'occupation, ne suffisent plus. Il faut des bras. C'est ainsi que commence l'un des mouvements migratoires les plus massifs et les plus organisés de l'après-guerre, transformant à jamais le visage de deux nations. Nous sommes le 23 juin 1946. Un document froid et administratif est signé entre le gouvernement belge d'Achille Van Acker et l'État italien d'Alcide de Gasperi. Ce protocole bilatéral restera dans l'histoire sous une formule cynique mais pragmatique, des bras contre du charbon. L'accord est précis, mathématique. La Belgique s'engage à recruter 50 000 jeunes travailleurs italiens pour des mines. En échange, pour chaque mineur qui descend dans les puits de Wallonie ou de Flandre, la Belgique exportera 200 kg de charbon par jour vers l'Italie à un tarif préférentiel. L'État italien, désespéré de relancer sa propre industrie, a besoin de ce combustible. L'État belge, lui par contre, a besoin de ses hommes. Ce n'est pas un marché d'esclaves, ce sont des contrats en bonne et due forme, mais dans les faits, des dizaines de milliers d'hommes deviennent une monnaie d'échange diplomatique. Des affiches roses parsèment les murs des villages italiens. Elles promettent un salaire élevé, du pain blanc, des allocations familiales, des congés payés et un logement décent. Pour ces hommes jeunes de 20 ou 30 ans, c'est l'Eldorado. Ils quittent leur famille souvent en larmes avec une idée simple en tête, partir 2 ou 3 ans, amasser un pécule et revenir au pays pour construire une maison ou ouvrir un petit commerce. Ils signent avec l'espoir chevillé au corps. Mais ce qu'ils ignorent en montant dans ces trains affrétés spécialement pour eux, c'est la réalité de ce qui les attend au bout du voyage. Partent-ils vraiment par choix ou sont-ils poussés par la nécessité absolue de survivre? Là est la question. Avant de plonger plus profondément dans les entrailles de la Terre avec le récit du jour, prenez un petit instant pour liker et vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez également à vous abonner à la page Les Histoires de Papa Mika. C'est votre meilleur soutien, ça me permet de faire vivre ces récits et surtout, c'est ma meilleure récompense. Ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me fait super plaisir. L'arrivée dans les gares de Namur, de Liège ou de Charleroi marque une rupture brutale. Le premier choc est climatique. Le froid humide, la pluie fine, le ciel bas. Le deuxième est linguistique et culturel. Mais le choc le plus violent est celui de l'accueil. Oubliez les promesses de logements confortables. À leur arrivée, beaucoup d'Italiens sont parqués dans des cantines. Ce terme rassurant cache une réalité sordide. Ce sont très souvent d'anciens camps de prisonniers de guerre allemands, faits de baraquements en tôle ondulée, sans isolation, grouillant de vermine, avec des sanitaires rudimentaires. Puis vient la mine. La première fois que je suis descendu dans la cage, j'ai compris que ma vie venait de basculer, racontera plus tard un ancien mineur italien. La cage, c'est cet ascenseur. Un ascenseur métallique qui les précipite à 800, 1000, parfois 1200 mètres sous terre. Là-bas, ce n'est plus la Belgique, c'est l'enfer de Dante. Une chaleur étouffante frôlant les 40 degrés, l'air vicié chargé de poussière de charbon qui s'incruste dans les poumons, le vacarme assourdissant des marteaux-piqueurs et le danger permanent. Les éboulements, les coups de grisou, l'eau qui s'infiltre, le corps s'épuise, la silicose, cette maladie mortelle des poumons, guette en silence. À la surface, une autre bataille se joue, celle de l'intégration. Dans la rue, les macaronis, comme on les appelle parfois avec mépris,
font face à la xénophobie ordinaire. Des écriteaux interdits aux chiens et aux Italiens sont parfois accrochés aux portes de certains bistrots. Ils font le travail que les Belges ne veulent plus faire, mais ils restent des étrangers. Pourtant, il ne faut pas céder à une vision purement misérabiliste. C'est très dur, mais je gagnais bien ma vie et je nourrissais ma famille, témoignait un ouvrier des Abruzzes. La solidarité s'organise, les communautés se serrent les coudes. Des épiceries italiennes ouvrent, le dimanche on joue aux cartes, on écoute la radio, on recrée un petit bout d'Italie sous la grisaille belge. Un équilibre précaire se construit, jusqu'à ce matin d'août 1956. Le 8 août 1956, au charbonnage du bois du Casier situé à Marcinelle, près de Charleroi, la journée commence comme toutes les autres. L'équipe du matin est descendue, ils sont 274 en Belgique. Ils sont répartis dans les différentes galeries de ce puits vieillissant. Il est 8h10, à 975 mètres de profondeur, tout bascule à cause d'un détail d'une banalité terrifiante. Une simple erreur de communication entre le fond et la surface. Un chariot plein de charbon est mal positionné dans l'ascenseur et le signal de remontée est donné trop tôt. La lourde cage d'acier s'arrache vers le haut, mais le chariot dépasse. Dans sa course fulgurante, l'attelage percute violemment une poutre maîtresse du puits. C'est l'effet domino foudroyant. Le métal déchire tout sur son passage en une fraction de seconde. Une conduite contenant des centaines de litres d'huile sous pression est éventrée. Des câbles électriques à haute tension sont cisaillés et un tuyau d'air comprimé se rompt net. L'étincelle des câbles rencontre le nuage d'huile pulvérisée. Nourri par l'air comprimé, le mélange s'embrase instantanément, transformant le puits en un gigantesque chalumeau. Et en quelques minutes, un gaz toxique, le monoxyde de carbone, est poussé par la ventilation dans toutes les galeries de la mine. À la surface, la fumée noire s'échappe des chevalements. L'alarme hurle. Très vite, les grilles de la mine sont encerclées par des épouses, des mères, des enfants, le visage rongé par l'angoisse. Les secours tentent l'impossible, descendant par d'autres accès, affrontant une chaleur insoutenable et des murs de fumée noire mortels. Pendant plus de 2 semaines, l'espoir subsiste. Les équipes de sauveteurs belges, français et allemands luttent jour et nuit. Le 23 août, le verdict tombe, définitif, glaçant. Un sauveteur remonte à la surface et prononce 2 mots en italien qui feront le tour du monde. Tutti cadaveri. Tous morts. Le bilan final est apocalyptique. 262 morts issus de 12 nationalités différentes. Parmi eux, 136 Italiens, plus de la moitié des victimes. La catastrophe de Marcinelle ne révèle pas que la mine est dangereuse. Elle la projette à la face du monde. Le drame déclenche une onde de choc internationale. En Italie, l'indignation est totale. Le gouvernement italien suspend immédiatement l'immigration vers la Belgique et dénonce l'accord de 1946. La rupture est actée. Après Marcinelle, tout change. La Belgique se tourne vers d'autres pays pour trouver de la main-d'œuvre, comme l'Espagne, la Grèce, la Turquie ou le Maroc. Mais pour la communauté italienne déjà présente, un tournant décisif s'opère. Des dizaines de milliers d'Italiens sont toujours là et l'ironie du sort, c'est que la tragédie a soudé les communautés. Dans le deuil, Belges et Italiens ont pleuré ensemble. Beaucoup de ces immigrés qui pensaient ne rester que quelques années se rendent compte que leur vie est désormais là-bas en Belgique. Ils font venir leurs épouses, fondent des familles, le provisoire devient permanent. C'est le début d'un processus fascinant. Les enfants des mineurs de la 2e génération grandissent en Belgique. Ils maîtrisent parfaitement le français ou le flamand. L'État belge, comprenant que ces familles vont rester, adapte peu à peu ces structures. Ces enfants vont à l'école, font des études. Ils refusent de descendre dans les puits de l'enfer qui ont brisé les poumons de leur père. Mon père a craché noir toute sa vie pour que je puisse tenir un stylo, résumera un fils d'immigré italien. Les trajectoires explosent, la petite épicerie italienne devient un grand commerce. Les enfants de mineurs deviennent ingénieurs, enseignants, médecins, syndicalistes, artistes. Pensez au chanteur Salvatore Adamo, fils d'un mineur sicilien arrivé en Belgique, ou même à des responsables politiques de premier plan, dont un deviendra Premier ministre. La culture italienne, autrefois regardée avec méfiance, devient une partie intégrante de l'identité belge. Aujourd'hui, on estime qu'au moins 1/2 million de Belges ont des racines italiennes. Pourtant, il serait faux de résumer cela par le mot simpliste de réussite.
C'est un processus fait de douleur, de sueur et de sacrifices indicibles. Cette histoire nous rappelle que derrière les courbes économiques, les accords bilatéraux et les impératifs industriels, il y a des êtres humains de chair et de sang. La morale de cette histoire, c'est que la prospérité d'une nation repose souvent sur les épaules invisibles et sacrifiées de ceux qui viennent d'ailleurs. Le drame des mineurs italiens en Belgique nous enseigne que l'immigration économique n'est jamais qu'un simple transfert de main-d'œuvre. C'est la greffe d'une humanité nouvelle qui, à force de résilience, de courage face à l'adversité et parfois au prix de son propre sang, finit par enrichir le sol qui l'accueille. Et par-delà, en devenir l'une des forces les plus vibrantes. Une société qui oublie les mains qui l'ont bâtie se condamne à perdre son âme.